Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Célébration des 60 ans d'indépendance de la République du Congo ce samedi 15 août. Ces 6 décennies de souveraineté nationale sont tout de même diversement appréciées. Les avis restent partagés sur l'évolution de la situation socio-politique du pays, malgré l'adoption du multipartisme en 1991. Mécontentement de l'opposition en Côte d'Ivoire, la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat a fait ces derniers jours l'objet de manifestations qui ont rapidement dégénéré en affrontements à Abidjan et dans ses alentours, faisant au moins 4 pertes en vie humaine et plusieurs blessés. Et si harmoniser les protocoles de tests de Covid-19 était la solution pour lutter contre la pandémie en Afrique, c'est en tout cas ce que préconisent les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le but, minimiser les dommages sociaux causés par le coronavirus sur le continent africain. 15 août 1960, 15 août 2020, la République du Congo célèbre ce samedi ses 60 ans d'indépendance. Les festivités ont été restreintes cette année pour cause de coronavirus, mais ces célébrations sont l'occasion pour le président Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis maintenant plus de 23 ans, de faire le bilan des avancées sur le plan politique, économique et social, mais aussi de fixer les défis des années à venir. Écoutons-le. Nous croyons aux grands ensembles et à la nécessité d'un développement intégré qui assurera au Congo son développement dans une Afrique rayonnante et prospère. Il nous faut donc œuvrer à la consolidation de la paix et de l'unité, ainsi que persévérer dans l'effort et le travail acharné pour surmonter les difficultés actuelles, notamment la crise sanitaire, économique et financière que traverse notre pays, et continuer notre marche vers le développement. L'optimisme est permis pour la prochaine décennie. Bonne fête de l'indépendance à tous. Vive la République, vive le Congo. En Côte d'Ivoire, des manifestations sporadiques menées par l'opposition ont secoué Abidjan et ses alentours ces derniers jours. Des rassemblements pour protester contre la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara que l'opposition juge anticonstitutionnel. La situation a rapidement dégénéré en affrontements, faisant au moins 4 pertes en vie humaine et près d'une centaine de blessés. Plus de détails avec Ashley Duprat. Abidjan, Daoukro, Bonoa, ce jeudi 13 août, ces villes ont été le théâtre de violentes manifestations. Malgré l'interdiction de rassemblement, des milliers de jeunes ont affronté les forces de l'ordre, tous exhortant le président sortant Alassane Ouattara à retirer sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, une vague contestataire réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu au total 58 personnes interpellées, 45 à Abidjan, et 13 à l'intérieur du pays qui iront, de ce fait, répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Nous déplorons malheureusement 3 pertes en vie humaine. Si un nouveau bilan fait état de 4 morts dans la capitale économique du pays, Abidjan, comme à l'intérieur, des dégâts matériels sont à déplorer, notamment à Bonoa, fief de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, où les sièges des partis PDCI et RHDP ont été saccagés. Il faut dire que depuis l'annonce de la candidature pour un 3e mandat du président Ouattara, la contestation gagne en puissance, notamment au sein des jeunes. Je l'ai toujours évoqué. L'état d'un pays est à l'image des hommes politiques de ce pays. Je condamne avec fermeté toutes ces atrocités qui se sont déroulées au cours de cette semaine dans notre pays. En voulant faire fi de l'écriture de la nouvelle constitution qu'ils ont adoptée,
notre pays risque de s'embraser. Ouattara doit saisir cette opportunité pour sortir grand de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, le renouvellement politique s'impose à nous. Malgré la vague de contestation, le parti au pouvoir RHDP persiste et signe. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, reste le candidat désigné de son parti à la présidentielle d'octobre 2020. Ce dernier sera d'ailleurs investi par sa formation politique le 22 août prochain à l'occasion d'un grand meeting à Abidjan. En réaction à ces événements, le gouvernement ivoirien déplore une dynamique de défiance de l'autorité de l'État et s'est engagé à réagir avec la plus grande fermeté. En parallèle, une démarche de conciliation a été entamée. 2 équipes de médiation ont commencé à sillonner les quartiers pour tenter d'apaiser les tensions communautaires. En Somalie, l'armée est parvenue à neutraliser au moins 16 terroristes et à en blesser une vingtaine d'autres, le fruit d'une intervention menée le 12 août à Badwen. Un pas de plus dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays d'Afrique de l'Est qui est entré dans une nouvelle phase de guerre civile depuis 2006. Les explications de Zahra Mohamed Moutio. Des terroristes d'Al-Shabaab neutralisés par l'armée nationale somalienne. L'opération s'est déroulée mercredi 12 août dans la ville de Bandwein, au centre du pays. Un accrochage qui a abouti à la mort de 16 membres du groupe terroriste somalien qui cherche depuis 12 ans à renverser le gouvernement central. On parlait effectivement d'une victoire, mais pas tellement d'une avancée. Je dirais qu'il y a une volonté d'endiguer aujourd'hui le phénomène des Shabaab et que l'armée somalienne, qui est de plus en plus soutenue, notamment par l'armée turque, notamment, qui va également s'impliquer, eh bien, essaie effectivement de trouver des voies et moyens pour maintenir, récupérer plutôt la souveraineté sur l'intégrité de son territoire. Les combats entre les forces loyalistes et les rebelles terroristes ont éclaté lorsque les Shabaab ont attaqué les habitants de Moudoug. L'intervention des forces armées somaliennes a eu lieu 5 jours après une nouvelle attaque terroriste qui a fait au moins 7 morts à la suite de l'explosion d'une voiture piégée visant un camp militaire dans la capitale Mogadiscio. Nous avons mené avec succès une opération de martyrs sur une importante base militaire à Postad, à Mogadiscio. L'ennemi a subi de nombreuses pertes et de nombreux blessés. Les véhicules militaires ont été détruits. Le groupe Al-Shabaab fait face depuis 2011 à une série de défaites militaires, mais sur le terrain, la mouvance terroriste contrôle toujours de vastes zones du territoire somalien, à partir desquelles elle lance des actions de guérilla et des attentats. Également dans l'actualité, le verdict est tombé en Angola pour José Filomeno dans l'affaire dite des 500 millions de dollars. Le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a été condamné le 14 août à 5 ans de prison ferme par la Cour suprême d'Angola pour des crimes de fraude, d'escroquerie et de trafic d'influence. Avec 3 autres coprévenus, l'ancien dirigeant du Fonds souverain angolais est accusé d'avoir fait sortir illégalement du pays 500 millions de dollars, une manœuvre qui aurait permis aux accusés de détourner près de 1,5 milliard de dollars selon la justice angolaise. Tous ont écopé de prison ferme allant de 5 à 8 ans. Le Rwanda est encore au premier rang. Le pays d'Émile Colline occupe la première place du classement de la Banque mondiale publié le 12 août sur la qualité des politiques et des institutions des pays africains. Avec un score honorable, le Rwanda poursuit ses ambitions de croissance et sa lutte contre la pauvreté menée depuis des années. Philomène Tiné. Les structures politiques et institutionnelles nationales du Rwanda ont bien la capacité de soutenir la croissance durable et réduire la pauvreté dans le pays. C'est ce qui ressort du rapport 2019 sur l'évaluation des politiques et des institutions en Afrique de la Banque mondiale. L'institution classe le Rwanda au premier rang au niveau de l'Afrique subsaharienne
avec la note de 4 sur 6 pour la 3e année consécutive. Le Rwanda, c'est un exemple de pays qui a pris le contrôle de son modèle économique. Le Rwanda a une grande appropriation des enjeux et de l'intérêt du secteur privé. L'autre côté, c'est que le Rwanda suit scrupuleusement les modèles économiques qu'il s'est lui-même donné. L'évaluation des politiques et des institutions en Afrique, CPIA, est un outil de diagnostic annuel destiné aux pays d'Afrique subsaharienne qui peuvent bénéficier des financements de l'Association internationale de développement. Les pays sont évalués en termes de gestion économique, politique structurelle, politique d'inclusion sociale et d'équité, gestion et institutions du secteur public. Le Rwanda, dans le modèle qu'ils ont choisi, s'ils sont suivis par les autres pays africains, ce sera une réussite. Mais si le Rwanda se marginalise en termes de qualité, il y aura le Rwanda et puis il y aura le reste de l'Afrique. La note de l'évaluation des politiques et des institutions en Afrique en 2019 est ressortie à 3,1. Le Cap-Vert, deuxième du classement, a obtenu le score de 3,8, suivi du Sénégal, du Kenya et de l'Ouganda qui ont obtenu tous les trois la note de 3,7. Ces notes servent à déterminer le volume des prêts concessionnels et des dons que la Banque mondiale accorde aux pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne. Harmoniser les tests Covid-19 déployés sur l'ensemble du continent, c'est ce que préconise la société Africa CDC. Cette dernière travaille avec les États pour assurer une réponse appropriée et pour faire face à cette pandémie qui a déjà fait près de 23 000 pertes en vie humaine en Afrique. Nelly Claude Bessa. Engagé auprès des États africains dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC Africa a annoncé qu'au 6 août 2020, le continent comptait plus d'1 million de cas de coronavirus confirmés. L'organisme africain a déclaré que plus de 80% des tests Covid réalisés sur le continent ont été effectués dans seulement 10 pays, figurant majoritairement parmi les plus contaminés d'Afrique. Nous avons atteint 90% de notre but dans notre partenariat pour accélérer les tests Covid. La priorité pour le CDC Africa est désormais d'harmoniser les protocoles de tests aux frontières partout sur le continent. Alors que le nombre de contaminations sur le continent frôle le million, le manque de moyens ou l'insécurité empêchent de nombreux pays d'appliquer des campagnes de tests au niveau national. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies exhorte les États africains à plus de vigilance dans la surveillance des cas aux postes frontières. Les États membres devraient continuer à renforcer la surveillance aux frontières pour les voyageurs. Ils devraient effectuer des recherches de contact sur les cas confirmés en fonction de la transmission type et la capacité du pays. Notifier et partager régulièrement avec l'OMS et les CDC africains les données concernant le Covid-19. Les données publiées par CDC Africa début août 2020 illustrent que les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 sont l'Afrique du Sud avec 529 887 cas, l'Égypte avec 94 752 cas, le Nigeria avec 44 890 cas, le Ghana avec 39 075 cas et l'Algérie avec 33 055 cas. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, le taux de criminalité a connu une baisse de 40% au cours des 3 premiers mois du confinement, selon les chiffres donnés par les autorités. La police a attribué cette baisse de la criminalité à l'entrée en vigueur de l'interdiction de la vente d'alcool, une interdiction controversée. Rappelons que l'Afrique du Sud est comptée parmi les pays au monde où le taux de criminalité est le plus élevé. Si la criminalité a baissé, le pays doit tout de même faire face à un autre fléau, la Covid-19, l'Afrique du Sud étant le pays le plus touché du continent par cette épidémie.
Son combat n'aura pas été mené en vain. L'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby, vient d'obtenir gain de cause auprès du tribunal arbitral du sport. Un véritable coup de théâtre puisqu'il y a un an, la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FEGIFOOT l'avait reconnu coupable de corruption et l'avait condamné à 7 ans de suspension. La nouvelle décision rendue par le TAS pourrait lui permettre de récupérer son poste de numéro 2 de la FEGIFOOT. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Amadou Diaby obtient gain de cause contre la Fédération guinéenne de football. L'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, limogé pour corruption au lendemain de la CAN 2019, a été réhabilité par le TAS, le tribunal arbitral du sport. Il était reproché à Amadou Diaby d'avoir perçu une commission de 10% sur le salaire de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football de Guinée, Paul Pout. Une accusation qui a amené la chambre de jugement de la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football à lui infliger une suspension de 7 années, dont 5 fermes, avec une amende de 25 000 €. Le tribunal arbitral du sport a également considéré que les griefs formulés par M. Diaby à l'appui de sa demande de récusation du président de la commission éthique montraient des signes de partialité du président Amadou Tam Camara. Les juges de cette institution ont émis des doutes sur le caractère complet et exact des renseignements fournis par la Fédération dans ce dossier. Les manquements concernent l'engagement de la procédure et le non-respect des droits procéduraux de M. Diaby. L'arrêt du tribunal arbitral est assorti de certaines recommandations pour la réhabilitation du mis en cause. Des instructions extrêmement strictes ont été données à la commission d'éthique de la Fédération pour une éventuelle reprise de la procédure. Les droits de M. Diaby devront être réservés et il devra pouvoir participer à toutes les mesures d'instruction. On signale enfin que tous les frais de la procédure arbitrale ont été mis à la charge de la Fédération, laquelle doit également verser une indemnité à M. Diaby pour ses frais de défense. Il appartient désormais au comité d'éthique et à la Fédération de décider au nom d'une nouvelle procédure, mais cette fois avec un respect des droits procéduraux de M. Diaby. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.